Donc, nouveau plateau avec une nouvelle tête, Jordan. Donc, on va passer à cette présentation donc, avec Jordan et Olivier, une présentation en binôme qui va aborder le sujet du design system. Donc, on va parler théorie, mais aussi pratique, outils. Messieurs, je vous laisse nous en dire plus. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de design system. Alors, lorsqu'on parle de design system, alors je me familiarise, désolé. Hop. Voilà. Lorsqu'on parle de design system, on pense tout de suite à des composants réutilisables qu'on trouve dans une architecture claire. On espère tous trouver ça bien documenté. C'est devenu incontournable des sites modernes. Ça apporte de l'unicité à nos différents projets et également un gain de productivité dès la mise en place d'un design system, mais également sur le long terme pour le maintien de nos différents projets. On entend parfois des clients qui confondent Kit UI, Design System, ça se mélange un petit peu tout ça. Donc juste pour bien redéfinir ça, le Kit UI sont les composants dans un Figma. Ça permet à des designers de créer rapidement des maquettes. C'est une très bonne base pour un Design System, mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on cherche à bien synchroniser les règles définies par l'équipe design dans notre code pour avoir un socle solide et pouvoir créer nos différents projets. Dans un design system, bien sûr, on le disait tout à l'heure, on va également rajouter, donc, en plus de la partie technique, la partie de documentation. Aujourd'hui, nous, on va vous parler surtout de la partie technique et avec moi, on va surtout parler de la partie théorique. Alors, c'est pas parce qu'on va faire de la théorie que ça va être ennuyeux, vous allez voir, c'est très imagé et très ludique. Et ça va être découpé en 3 grandes parties. Premièrement, ça va être les styles, on va parler des styles, puis des composants, et ensuite on verra comment est-ce qu'on peut mettre en place des architectures efficaces en fonction des problématiques que nous pouvons rencontrer. Je suis Jordan Day, je suis expert technique à Calliope depuis 8 ans, et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous parler de design system et de théorie autour des design systems. On commence donc tout de suite avec la première partie, que sont les styles. Alors pour les styles, il existe plusieurs frameworks CSS. Vous avez peut-être déjà utilisé ou au moins entendu parler de l'un de ceux-là, mais il en existe de très nombreux. Aujourd'hui, on ne va pas les présenter. Par contre, ces design systems vous font une promesse commune, c'est de vous aider ces frameworks CSS vous font une promesse commune, c'est de vous aider à produire votre design system plus rapidement. Et nous, c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, c'est comment font ces produits pour s'adapter à tout type d'architecture et répondre à des besoins très larges. Je vous propose de regarder un petit peu ce qu'on peut trouver dans un framework CSS. Premièrement, on va avoir une configuration isolée, c'est avec ça qu'on va avoir un produit générique qu'on va pouvoir récupérer et personnaliser selon nos besoins. On va trouver des design tokens. Alors, je vous ai mis plusieurs noms à chaque fois. Là, le deuxième, c'est helpers qu'on trouve dans d'autres frameworks. C'est un terme que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça précise, ça définit bien ce que fait cette partie-là. Et parfois, on va également trouver des composants, que ce soit des composants CSS ou des composants liés à une techno particulière. Si on revient rapidement sur chacune de ces parties, donc premièrement, ça va être la configuration. Elle va être là pour définir les valeurs de notre design system et comment les choses vont être organisées. On va regrouper, par exemple, les informations, toutes nos variables de couleur dans un seul et même fichier, tous nos spacings dans un fichier, ce qui va nous permettre, par la suite, pour les évolutions, de pouvoir retrouver rapidement où sont rangées nos valeurs. Ce ne sera jamais utilisé dans du HTML, on le comprend bien, une variable de couleur seule, elle n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est lui apporter un contexte. Et ce qui va lui apporter un contexte, ce sont les design tokens. Ils sont là justement pour nous aider à exploiter les valeurs que l'on a définies dans notre configuration. Et là, on va donc apporter du contexte. On disait tout à l'heure, on a une variable de couleur. On va par exemple pouvoir l'utiliser pour du texte ou pour une surface. On va également pouvoir limiter certains cas d'usage. Par exemple, notre couleur, on ne veut pas pouvoir l'utiliser pour une bordure. Donc on va pouvoir autoriser certaines choses et ne pas autoriser certaines choses en ne créant pas certains design tokens. Et c'est ce qui va apporter l'unicité dans notre projet au global. Alors, les styles, les design tokens, ils sont là pour apporter
des styles sur une balise, de manière rapide. Par contre, ils ne sont pas là pour styliser des éléments enfants ou présenter des variantes de notre visuel, de notre élément. Ça, c'est le concept suivant. Ce sont les composants. Donc là, on parle de composants au niveau CSS. Cette fois-ci, on va pouvoir attendre de notre utilisateur une structure précise. On va pouvoir, par exemple, s'il décide de créer un bouton qui a différentes couleurs, différentes tailles, eh bien, on va pouvoir dire que si un icône est présent dans ce bouton, eh bien, la taille de cette icône ou la couleur va suivre en fonction des variantes créées. Donc là, c'est justement, on va créer quelque chose de plus complexe et on va bien définir quels sont tous les cas d'usage. On va essayer de rendre notre style également agnostique de la sémantique HTML. Là, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que le style qu'on va appliquer sur des balises, il doit pouvoir s'appliquer sur tout type de balise. Si on contextualise ça avec toujours l'exemple du bouton, un call to action, on veut pouvoir appliquer le style visuel d'un call to action sur un bouton HTML, mais aussi sur un lien. Et dans les deux cas, il faut qu'il y ait exactement le même rendu. Or, ces deux balises, boutons et les balises de lien, ne partagent par défaut pas le même display. Donc, il va falloir bien redéfinir un display dans notre composant pour que les deux aient le même comportement, le même rendu visuel, dans tous les cas. Maintenant que nous avons vu un petit peu en détail chacune de ces parties, on va essayer de réfléchir à comment chacune de ces parties fonctionne l'une avec l'autre. On va partir de la fin. Les composants CSS, on l'a compris, ils se reposent au maximum sur nos design tokens et nos design tokens se reposent sur notre configuration. Ce qui fait que toute notre chaîne de production est bien unifiée. On avait par exemple, on va essayer de contextualiser ça, c'est la seule fois où on verra du code à l'écran, avec l'exemple, par exemple, donc toujours d'une couleur. On a donc notre configuration qui définit une variable qui contient une couleur. Cette variable, elle n'a pas de sens seule. Ce qui va lui apporter du sens, c'est l'utilisation qu'on va en faire dans un design token. Ici, par exemple, dans notre exemple, on a un contexte pour colorer notre texte. Et c'est ce design token qu'on va utiliser dans un composant CSS. Donc ce composant, c'est un bouton, il va avoir différentes tailles, différentes couleurs, et une de ces variantes va utiliser notre design token TextPrimary. À ce niveau-là de la présentation, on peut encore se demander pourquoi est-ce que dans nos composants CSS, on ne se branche pas directement sur notre config. Après tout, si on le fait, on respecte encore les règles qu'on a définies dans notre design system. Alors ça va fonctionner, mais ça équivaut à faire ça. Plutôt que de faire ça, on va plutôt essayer de partir sur quelque chose qui a plutôt cette architecture-là. Premièrement, c'est pas parce que nous avons, on l'a déjà vu, une valeur dans notre configuration qu'elle est forcément utilisable dans notre contexte. Et limiter les contextes d'utilisation de certaines de nos variables, c'est ça qui va donner l'unicité à notre projet. Donc, pour notre cas de tout à l'heure, on avait vu une variable, elle était définie pour du texte, on pouvait l'utiliser pour une surface, mais possiblement cette valeur-là, on ne veut pas l'utiliser pour des bordures. Et un design token, ça peut apporter d'autres informations. Par exemple, le design token border primary, possiblement, il va également modifier l'épaisseur de la bordure ou le border radius de cette bordure. Donc ça peut apporter d'autres informations au passage. L'idée à retenir en fait ici, c'est qu'il faut mieux créer les bons outils qu'on réutilisera plus tard pour les bons cas d'usage. Maintenant que nous avons vu cette partie sur comment organiser ces styles, on va faire un petit peu le même exercice au niveau des composants. On va chercher dans cette partie-là à définir une organisation claire pour l'organisation de nos composants et pour nos équipes. Des organisations, il en existe plein. Vous pouvez même opter pour une organisation personnelle à votre projet. Nous, aujourd'hui, on va vous parler sans doute de celle qui est la plus connue, l'Atomic Design. L'Atomic Design, ça a été théorisé par Brad Frost en 2013, et l'idée, c'est de construire une interface comme on construit de la matière, en partant des éléments les plus petits pour construire des éléments de plus en plus complexes. Pour ça, il y a 5 niveaux. Le premier niveau, ce sont les éléments les plus basiques, ce sont les atomes. Les atomes, comme leur nom l'indique, c'est des éléments qu'on ne peut pas diviser. Donc, dans notre exemple, là, on a un input. Un input, on ne peut rien sortir de cet input.
Il n'y a rien qu'on peut détacher de notre input. Il est utilisable tel quel. On va le styliser, il va être prêt à l'emploi, mais on ne peut pas le découper, comme un atome. Alors, avec la science moderne, on peut découper un atome, mais on ne vous conseille pas de faire ça chez vous. Avec ces atomes-là, on va pouvoir construire des choses un petit peu plus grandes. Ce sont les molécules. Donc on va assembler plusieurs atomes, et là, à ce niveau-là, on va chercher à réfléchir au fonctionnel. Quelle est la fonction, quel est le but, le sens qu'on veut donner à notre composant. Donc notre champ input va devenir un champ de recherche. Là, on a un contexte d'utilisation plus précis de cet input. Vous avez sans doute compris le principe. Avec ces molécules, on va les rassembler et on va créer des organismes. Alors les organismes, il faut voir ça comme des blocs, et c'est des blocs qui font sens non plus à l'utilisation, mais qui font sens pour notre produit. C'est quelque chose qu'on peut définir, quelque chose qu'on peut parler dans notre quotidien. Par exemple, le header de notre site web, c'est quelque chose auquel on peut faire référence. C'est des éléments forcément plus complexes et ça va devenir des blocs. Et une fois qu'on a ces blocs-là, on va passer à l'étape suivante, c'est simplement d'assembler les blocs pour construire le squelette de notre page, la structure de notre page, et c'est ce qu'on appelle les templates. À ce niveau-là, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de données, c'est un squelette vide. Le contenu, la donnée, elle arrive dans l'étape suivante, c'est au moment où on crée les pages. Donc là, simplement, cette étape-là, on va simplement venir hydrater nos templates avec le contenu final. Donc maintenant, on a une architecture claire pour nos styles, on a une architecture claire pour nos composants. Voyons au niveau du projet comment on organise notre projet et comment on fait avec quelles sont les différentes problématiques qu'on peut rencontrer avec notre architecture. Si vous mettez en place tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, vous pouvez vous retrouver avec une architecture comme cela, et c'est déjà très bien. Si vous faites déjà ça, c'est déjà très bien. Donc on a un bloc de style qui contient un framework CSS ou pas, du code CSS custom ou pas, ça dépend de votre projet, mais dans tous les cas, notre partie style, on va chercher à la découper de la manière dont nous l'avons vu précédemment, avec notre configuration isolée pour pouvoir nous référer rapidement, les helpers et les composants CSS. À cela va venir s'ajouter les composants liés au langage de votre choix. Le souci avec ce framework, avec cette architecture, c'est que si jamais vous démarrez un nouveau projet, vous allez devoir copier tout votre style et tous vos composants pour pouvoir accéder à votre design system. À ce moment-là, il vaut mieux passer sur l'architecture suivante. On va l'appeler la techno unique. Excusez-moi. La techno unique. À pas confondre avec la tectonique, ça n'a rien à voir. Donc là, l'idée, c'est de récupérer notre design system et de le sortir dans un projet à part. Notre design system va toujours contenir nos styles et va contenir nos composants. Ça va vraiment devenir un projet à part, donc ça va être une dépendance, il va falloir faire des montées de version pour pouvoir le maintenir. Mais on a tous les avantages. L'avantage de, si on démarre un nouveau projet, un projet C, on va hériter de notre design system et donc de tout le style, de tous nos composants très rapidement. On part sur une base déjà solide. Autre souci qu'on peut avoir avec cette architecture-là, c'est que finalement nos composants que l'on retrouve dans notre design system sont liés à une technologie. Donc si on démarre un autre projet dans une autre technologie, donc par exemple jusqu'à présent on faisait du Vue.js, là on veut démarrer un projet en React, en fait notre design system est beaucoup moins utile parce qu'on ne va pas pouvoir réutiliser les composants, on va pouvoir tricher, récupérer le style, mais il va falloir recréer nos composants. Si c'est ça, il vaut mieux passer sur l'architecture suivante. Ici, on va en fait simplement ajouter une couche d'abstraction où on va sortir nos styles dans une librairie de plus haut niveau. C'est une librairie de styles qu'on va pouvoir utiliser pour créer un premier design system en Vue, un deuxième design system en React. Et chacun de ces design systems va pouvoir être utilisé pour la création de nos projets. Alors, ce type d'architecture, il ne faut pas le mettre en place si vous n'avez pas les problématiques qu'on a vues précédemment. Parce que ça devient tout de suite beaucoup plus lourd à maintenir. Forcément, il y a plus de dépendances, il y a plus de choses à faire vivre. Donc, il faut avoir les structures qui vont avec pour faire vivre ce type d'architecture. Par contre, ça a l'avantage de conserver justement tous les avantages qu'on a cités précédemment. Si, par exemple, notre
le client ou le projet pour lequel vous travaillez fait un changement de logo et donc possiblement de couleur qu'il veut mettre en avant sur ses plateformes, eh bien, il va y avoir un seul fichier à changer dans votre librairie de style. En faisant les bonnes montées de version, vos design systems vont en hériter et par la même occasion, tous les projets vont rester unifiés et présenter cette nouvelle couleur. Une fois qu'on a bien tout cela en tête, il n'y a plus qu'à se lancer. Et pour ça, je vous laisse explorer la partie pratique avec Olivier Melige. Merci Jordan. Du coup, j'enchaîne. Bonjour à tous, si on ne s'est pas déjà croisé ce matin. Moi, c'est Olivier, je suis lead développeur front à Calliope, développeur depuis un peu plus de 8 ans. Et je me suis spécialisé dans le développement d'interfaces de design system sur le volet front-end. Et du coup, maintenant que Jordan vous a présenté les concepts et la théorie du développement d'un design system, la question qu'on va se poser, c'est comment on met en pratique ces concepts-là concrètement. Pour moi, ça va passer par 4 piliers essentiels qui vont être de structurer les styles, puis organiser les composants, ensuite séparer les responsabilités et enfin documenter le design system. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'explorer plus en détail ces 4 piliers, à commencer par le premier qui est structurer les styles. Et pour ça, on va s'appuyer sur une technologie bien connue dans l'écosystème front, c'est Tailwind CSS. Tailwind CSS, c'est un framework qui est très apprécié pour la facilité d'utilisation, son côté modulaire, il est efficace et plutôt bien optimisé puisqu'il va permettre de générer uniquement le style qu'on va utiliser dans notre application. Mais au-delà de tous ces avantages, c'est aussi un excellent outil pour structurer notre base de CSS qui va être utilisée dans notre projet. Donc ce que je vous présente là, c'est l'architecture du dossier style qu'on va avoir dans un projet à Calliope. Cette architecture, elle n'est pas forcément dépendante de Tailwind, évidemment, mais Tailwind aide beaucoup, apporte des concepts qui vont imposer d'avoir cette structure-là si on veut bien faire les choses. Cette architecture, elle va contenir quoi ? Pour commencer, un fichier index CSS qui est un peu le point d'entrée unique de notre partie style et qui lui va charger l'ensemble des autres fichiers qu'on va retrouver dans ce dossier-là. Ensuite, on va avoir un dossier base. Lui, son contenu, ça va être de poser le socle des styles de notre application. On va globalement retrouver ici le reset CSS pour notre application au complet et puis des styles qui vont être partagés à l'ensemble de toutes nos pages. Et les autres couches qu'on va retrouver, elles vont permettre de spécialiser notre design system. Donc la première, ça va être un dossier configuration. Et le contenu de ce dossier, c'est des fichiers qui vont permettre de poser vraiment les tokens de base de notre design system qui vont pouvoir être utilisés dans nos templates. Et ensuite, on a un dossier helper et un dossier utilities qui, elles, ont pour objectif de rendre le système utilisable par le biais de classes utilitaires custom, de variantes Tailwind qu'on va aussi rajouter, des helpers de manière générale. Maintenant qu'on a vu cette architecture, ce que je vous propose, c'est de voir comment on va mettre en pratique la configuration de tokens, et pour ça, on va s'appuyer sur la définition des couleurs dans notre design system. Donc notre point de départ, ça va être la palette de couleurs qui va être fournie par nos designers. Donc là, c'est un exemple d'un Figma qui va nous être fourni dans un projet. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? L'objectif, ça va être de reprendre ces couleurs-là et de les intégrer à un fichier de configuration, qu'ici on a appelé color.css, et on va déclarer ces tokens via des variables CSS. Ça, c'est ce que nous permet de faire Tailwind, avec la directive theme, qui va donc injecter ces variables dans notre thème. Et on en profite pour faire un petit reset des couleurs à cet endroit-là, parce que Tailwind arrive avec un certain nombre de couleurs par défaut assez conséquent. On ne va pas forcément avoir besoin de les utiliser, mais si on les laisse, elles vont être chargées dans notre build final, en tout cas les tokens. Donc autant les supprimer. Et maintenant qu'on a fait ça, c'est là que la magie de Tailwind opère, puisque automatiquement, il va nous générer des primitives utilities qui sont des classes qu'on va pouvoir utiliser partout dans nos templates, templates de nos composants ou templates de nos pages.
Donc ici, quelques exemples de classes qui vont permettre d'appliquer ces couleurs-là sur un background, une couleur de texte ou une bordure par exemple. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans certains cas, les primitive tokens, elles vont pas suffire. La définition token ne va pas suffire. Quand on est dans des styles de composition un petit peu plus complexes. Et pour ça, je vais vous prendre un autre exemple. C'est la définition de nos styles de texte. Là, dans ce cas, on a aussi exactement ce qui est fourni par nos designers pour nos styles de texte de notre projet. Donc c'est une liste qui est bien définie. Mais on voit que chaque style de texte, c'est, contrairement aux couleurs où c'est un token unique, c'est un ensemble de règles qui vont être la taille du texte, la graisse, l'interlignage, pourquoi pas l'interlettrage aussi, et une différence de style entre desktop et mobile. Donc il y a aussi du responsive à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de cette source d'information? Dans un premier temps, on va définir les tokens de base quand même qui sont utilisés dans ces styles de texte, qui vont être dans notre cas toujours avec un fichier de configuration et la directive Tailwind theme, de définir des variables CSS pour nos font size, nos line height. Je ne prends pas forcément la peine de redéfinir des font weight étant donné qu'il n'y en a pas des tonnes, ça se limite à 9 et on va beaucoup en utiliser, donc je ne les reprécise pas forcément. Et une fois que j'ai défini cette configuration-là et ces tokens, je pourrais les utiliser directement dans mes templates et on se retrouverait dans ce cas de figure. Ça fonctionne, mais on se rend vite compte que ça peut représenter quelques problèmes. Le premier, c'est une répétition de classes pour des styles qui sont identiques et qui vont eux-mêmes se répéter dans nos templates. Ça va rendre les templates moins lisibles parce qu'on va avoir pour un seul style de typo un certain nombre de classes à intégrer sur nos balises et une maintenance plus fragile parce que si un style de texte change, il va falloir le répercuter partout via ces classes qu'on a utilisées et source d'erreur possible, j'oublie d'appliquer la bonne font weight sur un style de texte, je suis désaligné avec mon design. Donc il y a un meilleur moyen de faire ça et c'est grâce aussi à un outil que Tailwind va nous mettre à disposition qui est une directive utility. Donc là, on change de dossier, on passe dans le dossier utilities de l'architecture que je vous ai présenté en amont. Et cette directive, elle va nous permettre de définir nos propres classes custom qui vont appliquer un ensemble de règles à partir des tokens qu'on aura générés en avant. Donc je prends l'exemple d'une classe qu'on va appeler heading1 ou bodyM, puisque je reprends les termes qui ont été mis à disposition par les designers. Et je vais appliquer les différentes propriétés dont j'ai besoin, et y compris le style responsive avec une autre directive qui est mise à disposition par Tailwind, qui est le variant, et la directive apply, qui est une manière donc d'utiliser dans mes fichiers CSS les classes utilitaires générées par Tailwind. Et donc là, l'avantage qu'on va avoir avec ce système-là, c'est qu'à l'usage, ça va rendre nos templates beaucoup plus lisibles. On aura une source de vérité globale dans notre design system qui est la classe heading1 ou la classe bodyM pour appliquer l'ensemble des styles de typographie pour ces éléments-là. Voilà pour cette partie. Maintenant qu'on a posé l'architecture pour la manière d'architecturer nos styles et comment générer les tokens et bien les utiliser dans nos templates, on peut se poser la question de comment appliquer cette même logique de composition et d'organisation justement à l'échelle de nos composants. Et c'est là qu'on arrive au deuxième pilier que je vous ai présenté en amont, qui est l'organisation des composants. Et pour ça, on va s'appuyer sur la méthodologie Atomic Design que Jordan a présentée juste avant. Et je ne vais pas vous refaire la théorie qu'il a très bien fait, donc pas besoin de le réexpliquer. Mais par contre, je vais vous expliquer comment on va aussi utiliser cette méthodologie comme grille de lecture pour arriver à catégoriser un peu nos composants. On va se poser une série de questions. Ces questions, ça va être: est-ce que mon composant, c'est une brique toute simple qu'on peut pas redécouper? Si oui, c'est un atome. Est-ce que ce composant est une composition UI réutilisable? Dans ce cas, on va considérer que ça peut être une molécule. Est-ce que mon composant, c'est un ensemble structuré mais qui reste encore générique? Oui, dans ce cas-là, on considère que c'est un organisme. Et avec ces trois éléments-là, on reste dans le domaine du design system puisque ce sont des composants UI. Par contre, on peut se demander aussi, est-ce que mon composant
connaît le métier? Est-ce qu'il est dépendant d'un contexte applicatif? Ou est-ce qu'il connaît des règles produits qui proviennent directement en fait de mon besoin client? Si c'est le cas, alors notre composant il change de nature et ça devient un composant fonctionnel. Et c'est important de faire cette distinction parce que c'est un des éléments clés qui va nous permettre d'avoir un design system qui reste maintenable dans le temps, faire cette distinction. Et ça nous mène directement à notre troisième pilier, qui est la séparation des responsabilités. Donc, séparation, distinction entre un composant UI et un composant fonctionnel. Rapidement, avant d'aller dans un exemple concret, je vous explique la différence entre les deux. Le composant fonctionnel, son objectif, lui, ça va être de transformer la donnée, de décider, de prendre des décisions, déclencher des actions et faire des compositions UI selon le contexte. Le composant UI, lui, il a un rôle de présentation uniquement. Donc il va afficher des informations, appliquer du style, exposer une API simple liée à son utilisation et surtout rester générique. Et il y a un contrat d'échange entre les deux. Le composant fonctionnel, il va transmettre au composant UI un état affiché et le composant UI, lui, va retourner des événements utilisateurs que le composant fonctionnel pourra utiliser pour déclencher des actions. Maintenant, je fais un focus là-dessus parce que c'est un concept qui est souvent très négligé sur beaucoup d'applications et on retrouve beaucoup de composants qui vont mélanger un petit peu les deux. On ne sait pas trop où les placer et pour les faire maintenir, ça devient très compliqué. Donc, retenez bien que cette distinction, elle est hyper importante à faire et je vais vous donner un peu les clés pour arriver à bien le mettre en pratique. Prenons un exemple d'un composant UI ou fonctionnel, on ne sait pas trop, en tout cas un composant filters qui a pour but d'afficher une liste de filtres et du coup d'effectuer des actions à la sélection d'un de ces filtres. C'est là qu'on se rend compte que ce composant, au-delà de l'affichage, il intègre déjà pas mal de responsabilités. Il va avoir une dépendance au contexte applicatif. Ici, avec l'intégration d'un système de traduction qui là est spécifique au framework Next.js. Il va aussi avoir un état fonctionnel à gérer, qui va être le filtre que j'ai décidé de sélectionner. Il va transformer de la donnée métier pour lui, en créant des filtres qui sont utilisables directement pour l'affichage, à partir de données métiers comme les catégories qu'il va recevoir en propriété. Et enfin, il va gérer de la logique métier et un accès aux données, puisque la sélection de filtres dans la partie templating va déclencher une action qui va être un fetch à mon API pour mettre à jour ma liste d'éléments à afficher. Donc là, voilà, on se retrouve dans un composant qui va mixer de la logique métier et de l'UI, et donc qui est plutôt le mauvais exemple ou ce qu'il faudrait éviter de faire dans le contexte d'un design system. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire exactement la même chose, mais en ayant deux composants très distincts et dont chacun va avoir leur propre responsabilité. C'est l'exemple que je vais vous montrer juste après. Donc ici, on a un composant fonctionnel à gauche, qui est un composant insight list, qui est là pour afficher une liste d'insights, et un composant UI filters à droite, qui est notre composant UI. Qu'est-ce que ces composants vont avoir à faire? Le composant fonctionnel, il va faire exactement ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'il va formater les filtres qui vont être passés au composant UI. Donc en fait, il va transformer une donnée métier, qui sont les catégories, en un jeu de données très simple, qui lui va être directement interprété par le composant UI. Il va gérer l'état sélectionné. C'est lui qui est responsable de quelle valeur de filtre a été sélectionnée par l'utilisateur et la transmettre au composant UI. Et c'est lui aussi qui va gérer les labels traduits dans mon contexte applicatif. Le composant UI, lui, il a pour but de recevoir ces informations-là et de les afficher telles que ça a été conçu dans la maquette. Il va être aussi capable de mettre en évidence le filtre qui a été sélectionné, visuellement parlant, et afficher les bons labels. Et en contrepartie, le composant UI, lui, ce qu'il va être chargé de faire, c'est de remonter un événement de sélection. Donc il va être capable d'identifier qu'un filtre a été cliqué, et cette information va être directement transmise au composant fonctionnel,
Et le composant fonctionnel va écouter cet événement pour déclencher l'action qu'il a besoin de gérer. Ici, mettre à jour le state du filtre qui a été sélectionné et de faire un fetch de données pour aller récupérer notre liste d'insights qui a été mise à jour. Cette organisation, elle n'est pas juste là pour avoir des composants, c'est vraiment pour... elle va apporter plusieurs avantages. Ces avantages-là, je vous les présente juste après. Qu'est-ce qu'on gagne à séparer lui et le métier? C'est d'avoir des composants qui sont vraiment réutilisables. L'exemple de mes filtres, ici il servait pour filtrer des éléments qu'on a appelés des insights, mais demain on pourrait avoir besoin de exactement ce même composant pour filtrer des produits, des événements ou que sais-je, et on n'aura pas besoin de retravailler cet élément-là. Donc plusieurs contextes, il peut servir dans plusieurs contextes sans embarquer la logique métier. Ça permet aussi de le rendre plus facilement documentable puisqu'il peut être présenté, testé et compris indépendamment du contexte projet, et ça c'est une partie qu'on va voir juste après. Et ça le rend plus facilement maintenable aussi, puisque les évolutions métiers vont moins impacter lui, voire ne pas les impacter du tout si on peut réutiliser ce composant dans un contexte différent. Parmi ces avantages, je vous parlais de l'avantage de rendre le composant documentable, et c'est là qu'on va basculer à notre quatrième pilier, qui est documenter un design system pour le rendre exploitable. Pour cette partie de documentation, je vais vous parler de Storybook. Storybook, c'est une librairie, un outil, je ne sais pas trop comment le qualifier. Bon, c'est un outil dont on va se servir pour documenter notre design system. Il va afficher nos composants, mais pas que. C'est pas juste de faire de la vitrine. Cet outil-là, il met à disposition différents avantages qui vont vraiment être l'environnement de développement de notre design system, notre environnement de travail. Ce qui va permettre, c'est de développer des composants en isolation sans dépendre de toute l'application. Quand on développe un composant UI, moi j'ai tendance à toujours pousser pour que ce composant soit d'abord développé dans Storybook, testé dans Storybook et après seulement injecté dans notre contexte applicatif. On va pouvoir en documenter tous les usages de notre design system. Donc montrer les variantes, les états et les comportements attendus pour chacun de nos composants. Et ainsi partager une référence commune, c'est aligner le développement, design et produit autour du même système. Et comme je le disais, cet outil-là, il ne va pas permettre de documenter uniquement les composants, mais l'ensemble des informations du socle que va représenter notre design system. Je vous partage une petite vidéo pour le voir en œuvre et je vous la commente en même temps. Mais on voit ici que dans Storybook, on va aussi pouvoir documenter nos tokens, donc les couleurs par exemple que je vous ai présenté juste avant ou les typographies, avec des exemples concrets d'utilisation dans nos templates. Mais donc c'est définir des règles de base que tout développeur va pouvoir utiliser et de quelle manière il va pouvoir l'utiliser au sein de notre application. On va aussi retrouver une documentation de composants avec la même organisation Atomic Design qu'on a parlé juste avant, et on va pouvoir présenter pour chacun de ces composants différentes variantes de style. Donc là, on voit un exemple pour un bouton. On peut aussi mettre à disposition des développeurs le code à intégrer dans nos templates pour avoir le rendu qu'on est en train de présenter. Et ensuite, on peut présenter différentes versions d'un même composant. Mais pas seulement les présenter, on va aussi pouvoir les tester en live. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir jouer avec un champ texte qui représente mon titre pour voir le rendu avec un titre sur 1, 2 ou 3 lignes. Qu'est-ce qui se passe quand c'est changé? Et au-delà de ça, je vais aussi pouvoir réaliser des tests simples d'accessibilité qui sont en fait des critères d'accessibilité basés sur le template pour lesquels on va déjà avoir des petites alertes si on ne respecte pas tous les critères et donc facilement les corriger avant de faire un audit, avant de mettre le site en ligne. Maintenant que l'interface est présentée, ce qui est important, donc, c'est de comprendre que Storybook, il ne va pas seulement documenter les composants, mais les fondations qui les rendent cohérents. Et donc, l'ensemble complet de notre design system. Maintenant, la documentation qu'il y a dans Storybook, elle ne sort pas de nulle part. Et pour qu'elle soit de qualité, ça nécessite un petit travail de la part du développeur pour rédiger une bonne story.
Et donc, l'objectif, c'est pas seulement d'afficher le composant, mais c'est de formaliser la manière dont il va être utilisé. Ici, je vous partage le fichier stories qu'on pourrait avoir pour le composant filters dont on a parlé juste avant. Et on va décortiquer rapidement son anatomie. Donc on va trouver dans un premier temps un objet méta. Lui, il va servir à déclarer le composant documenté, son entrée dans Storybook. Il peut aussi permettre d'injecter des paramètres de base qui vont être communs à l'ensemble des stories pour ce composant. On va aussi avoir la possibilité d'intégrer une fonction qui, elle, aura pour but de représenter un usage réel du composant avec donc des états locaux, des interactions, qui va gérer des interactions sans avoir besoin d'embarquer toute la logique métier de notre application, mais simplement ce dont le composant a besoin pour fonctionner. Cette partie-là, elle n'est pas forcément obligatoire, elle va vraiment dépendre de est-ce que mon composant a besoin d'un état fonctionnel pour bien s'afficher ou pour fonctionner. Si c'est que de l'affichage, la dernière partie va suffire, c'est notre story qui elle a pour but de décrire un scénario documenté avec des données de base, un mock de données pour que le composant puisse s'afficher de manière un petit peu réaliste. Et bien sûr, on peut écrire différentes stories. La dernière partie, c'est un bloc qu'on va pouvoir répéter pour présenter différentes variantes d'un même composant. Et voilà, là, le but, c'est pas d'écrire des stories pour écrire plein de stories, c'est vraiment de l'utiliser intelligemment pour documenter tout ce dont on a besoin tout ce qu'on a besoin de savoir pour bien utiliser notre composant. Maintenant, en conclusion, je vais reprendre un petit peu ces piliers-là pour bien avoir en tête ce qui rend un design system durable. Donc, ce sont les 4 piliers dont je vous ai parlé et comment le mettre en pratique. Donc, structurer les styles, et on va s'appuyer en l'occurrence là sur Tailwind, des tokens centralisés, des patterns réutilisables. Organiser nos composants et leur granularité avec la méthodologie Atomic Design comme grille de lecture. Distinguer UI et métier, ça c'est hyper important. Donc, des composants UI qui sont réutilisables et des composants fonctionnels qui sont vraiment orientés orchestration de la donnée. Et comment faire vivre le système dans le temps avec Storybook pour documenter, tester et partager nos composants. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup Olivier, merci Jordan. Mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça parce qu'on a quelques questions. Pendant que vous avez discuté, il y a eu des questions sur le chat. Donc comme on a un petit peu de temps, je vous propose de les parcourir vite fait. Je vais commencer par les dernières, comme ça c'est les sujets qui ont été abordés récemment. Par rapport au Storybook, tu en as parlé un petit peu et tu avais donné je pense une partie de la réponse, mais peut-être pas assez complète. Le Storybook, avec qui il est partagé? Est-ce qu'on peut le partager avec les designers, avec les équipes métiers, donc avec qui tu le partages, et après dans quel intérêt? Tout est possible. En fait, ça dépend comment on va décider de l'utiliser. Storybook, à la base, effectivement, c'est un outil qu'on va créer et dans lequel on va documenter notre design system. Et il vit un peu comme une application à part entière à côté de l'application qu'on est en train de développer. On peut décider de le déployer, de le mettre en ligne. Et donc, du coup, il va pouvoir être utilisé par l'équipe des designers s'ils veulent faire une recette graphique, des composants, voire fonctionnels directement dans Storybook sans avoir à les déployer encore dans notre application. Et pourquoi pas les clients, la QA, si eux ils ont envie de voir l'avancement de notre travail, de aussi valider la qualité du travail qui a été proposé. Donc oui, on peut le mettre à disposition. On le fait pas de manière systématique, mais même si on le fait pas, ça reste un outil que je conseillerais pour ne serait-ce qu'à l'échelle des développeurs qui vont travailler sur un projet, d'avoir une base commune de documentation et d'outillage pour le design system de l'application. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez. Il y a aussi une question qui a été posée. Alors, c'est pas vraiment une question, mais quelqu'un qui rencontre un problème en disant que avec les tokens, donc c'est peut-être plus sur la partie de Jordan, je crois, ou d'Olivier, je sais plus, qu'il en faut toujours plus au fur et à mesure du projet, et que par exemple, alors je cite, parce que exemple font size en responsive, il en faut toujours beaucoup dans tous les cas. Ouais, là, alors comment on peut gérer ça? Le sujet a été, je pense, abordé dans les deux présentations. Sur la partie théorique, quand on a beaucoup de choses qui se répètent, souvent on va créer des composants pour en fait avoir un concept qui est nommé comme les designers le nomment.
qui va regrouper justement, si on prend l'exemple que tu as montré, les font size, les line 8, les graisses, et qui va faire une nouvelle entité qui, elle, va être beaucoup plus courte et beaucoup plus facile à manipuler. C'est... Ouais, moi ça me fait penser à un truc qui est une problématique qu'on peut rencontrer quand le design system évolue, et ça c'est toujours embêtant, c'est le nommage des choses. Dans mon exemple, j'ai décidé de nommer mes variables de font size avec une méthode de taille de t-shirt, donc XS, S, et donc du coup, si les designers m'ont fait une liste exhaustive de types de taille de texte qui vont être utilisés sur le projet, bah c'est cool, je peux m'appuyer là-dessus. Et puis demain, on me dit finalement j'aimerais bien rajouter une petite taille de texte entre deux. Là on se retrouve embêté parce que qu'est-ce qu'on met entre S et M, ça c'est toujours un peu compliqué. Donc là aussi c'est important d'avoir un travail on va dire de fond qui est fait par les designers en amont, d'anticiper tous les styles de texte dont on pourrait avoir besoin dans notre application, et d'éviter d'en sortir si c'est pas une nécessité absolue. C'est-à-dire que ça peut être des fois aussi un oubli, je sais pas comment le dire, je rajoute une font size parce que je fais un nouveau composant, mais j'ai pas forcément en tête que y a des règles qui ont été définies ou je les ai pas toutes enregistrées. Voilà, là c'est de l'échange avec le design. Mais c'est le genre de problématique qu'on va pouvoir rencontrer. Et ça, quel que soit le choix de nommage qu'on va faire, globalement. Ok. Je pense que c'est une partie de la réponse et que avait été aussi donnée par Romain, qui disait qu'il fallait bien aussi préparer donc avec le design en amont. Et plus c'est préparé correctement en amont, j'imagine, plus c'est simple après de s'attaquer à ça. Dernière question donc de Romain pour le coup. Alors je la pose telle quelle. S'il y a besoin d'échanger, on demandera à Romain qui précise. Est-ce que vous avez pu mesurer le gain par rapport au coût en temps, montée de version, mise à jour, d'avoir la lib de style et design system hors des projets? Alors, ça du coup, c'est une question pour moi. C'est une question à bon point, on y va. Le coût, vraiment en termes de métriques, non, on l'a pas maîtrisé. Par contre, comme on le disait déjà, il ne faut pas le mettre en place si on n'a pas les problématiques qui sont liées à ce cas-là précisément. Mais surtout, ça va en fait être un gain de temps non considérable si on a besoin de modifier une partie. Le fait de découper, de sortir la lib de style, de la découper des composants, je dis n'importe quoi, mais en fait le design system, si jamais on a besoin de changer une partie, on n'a pas tout à jeter. On peut juste en fait refaire la partie uniquement qui concerne que les composants, ou on peut refaire uniquement la partie qui concerne que les styles, et en fait avoir notre design system qui est avec ses différentes couches et qui va pouvoir vivre. On va pouvoir refaire une seule partie. Et ça, je pense que si on ne sort pas la librairie de style et qu'on doit recréer un nouveau design system en repartant de rien, en fait, on recrée absolument tout. Là où le fait d'avoir plusieurs parties, ça me permet d'économiser du temps sur faire une montée imaginons, oui, notre projet décide de faire une montée de version qui casse beaucoup de choses ou carrément de changer de technologie. Le fait d'avoir plusieurs briques, on va pouvoir s'attaquer à une seule brique. Et ça permet aussi d'ailleurs de faire des migrations brique par brique, ce qui permet de mieux maintenir le projet. Par contre, en termes de métriques, non, on n'a pas de. C'est sûr, je pense que c'est quelque chose qui va prendre plus de temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder cette structure-là uniquement si on a la problématique de la multi-techno. Voilà, donc bien peser les bénéfices qu'on peut avoir derrière. Oui. Donc j'espère qu'on a répondu à ta question, Romain. Et une dernière, peut-être pour finir, avant de passer à la suite, avec les règles RGA, couleur de contraste, prévoyez-vous un design system spécifique pour l'accessibilité? Alors, sur un design system, déjà il faut que ce soit bien les designers qui pensent à ça en amont. Alors bien sûr, en tant que développeur front, nous on a les outils pour mesurer est-ce que le contraste est suffisant, est-ce que il faut ce genre de choses. Mais ensuite, on a des directives, notamment dans Tailwind, ou à penser à mettre en place dans notre code CSS pour justement les contraintes d'accessibilité avec, par exemple, les personnes qui vont vouloir naviguer en dark mode plutôt que light mode, ce genre de choses. Et ça, effectivement, il faut le penser au moment où on crée son design system. C'est mieux de le faire directement dans le design system plutôt que dans ces projets, parce que comme ça, tous nos projets, encore une fois, sont unifiés et permettent ce genre de choses. Et si jamais un projet
pour une raison particulière, ce ne serait pas une bonne stratégie, mais pour une raison particulière, veut le désactiver, ça se désactive également très facilement. Ok. Ben, je vous remercie à tous les deux. J'espère que les réponses sont ok pour tout le monde. On pourrait sûrement en parler encore longtemps, mais nous avons quelqu'un qui nous attend sur notre droite, Baptiste, qui va maintenant nous parler des images, parce que derrière un beau site, il y a toujours une gestion des images à avoir, et c'est pas forcément aussi simple qu'il n'y paraît, et parfois ça soulève de nombreuses problématiques. Une mauvaise gestion des images peut avoir un impact très négatif sur la performance du site et aussi sur le ressenti utilisateur. Donc c'est ce qu'on va voir avec toi, Baptiste. Yes, effectivement, merci Stéphane. Donc, moi c'est Baptiste, comme tout à l'heure, toujours. Je suis expert technique à Caleb depuis quelques années et j'aime beaucoup partager et tout ce qui est partage de connaissances. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment atteindre l'image parfaite et gérer ces images. Dans un premier temps, on va parler préparation, on va parler un peu de choix techniques qu'il faut faire avant. Il ne faut pas se jeter, qui est le premier gros piège. Il y a deux grosses philosophies qui vont s'opposer. La première, c'est vous avez votre CMS, utilisez les features qui sont natives à votre CMS. C'est une image qui est uploadée, qui est associée à un contenu. C'est une image qui est potentiellement dupliquée. C'est une image qui est potentiellement pas maîtrisée. C'est une image qui peut se retrouver dans un contenu qui n'était pas prévu. Dans les features qui sont fournies par les CMS, on peut parfois être limité en termes d'optimisation. Il y a certains CMS qui font ça derrière un pricing. Il y en a qui choisissent de ne pas le traiter de par le fait qu'on a la possibilité d'avoir un DAM, qu'on va voir juste après. Globalement, on peut résumer ça au fait que l'image est un fichier et il y a toujours une notion de pricing. En revanche, dans les features natives, cette gestion des images est souvent intégrée dans le pricing. Alors j'ai mis une petite étoile parce que sur certains CMS, les features vont plus loin. Qui vont plus loin disent un pricing sur la bande passante. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. En opposition, on a un DAM. Donc un DAM pour un Digital Asset Management. C'est ce qui nous permet d'avoir une image comme une source de vérité qui potentiellement peut être multicanal si jamais vous avez plusieurs canaux de communication et de distribution de votre information ou de vos produits. Dans les DAM, on va souvent retrouver des features qu'on appelle cutting edge, donc à la pointe de la technologie. Je reprends par exemple le point de focale. Bon, le point de focale, c'est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé, mais plus récemment, on va avoir tout ce qui est du tagging IA, du remplissage génératif qui permet d'avoir une image et d'avoir des bords supplémentaires qui se remplissent. En opposition aux features natives d'un CMS, dans un DAM, l'image, c'est une API. On part de notre image et on en fait des transformations. Évidemment, qui dit une nouvelle brique dit des frais de licence supplémentaires et il va falloir anticiper des connecteurs parce que qui dit encore une fois une nouvelle brique dit besoin de s'interfacer avec le CMS. Donc encore une fois, les DAM sont headless, ce qui correspond vachement bien avec notre conf aujourd'hui, mais on va avoir besoin d'uploader notre image, de pouvoir les sélectionner, d'avoir des pickers, etc. Donc il y a un travail supplémentaire avec le fait d'avoir un DAM. Chacun amène son lot d'avantages et d'inconvénients. Après les différentes philosophies, on va avoir les deux stratégies d'optimisation. Donc la première stratégie d'optimisation, c'est l'optimisation, ce que moi j'appelle passive. C'est aujourd'hui, là on retrouve sur la slide notre petit contributeur Jean-Claude. Jean-Claude, il va uploader un chat, parce que j'aime bien les mettre des chats en environnement de test, ça fait toujours un peu bégayer, c'est marrant. Il va uploader son chat, il va l'uploader dans son CMS pour faire son contenu. On se retrouve avec une configuration du CMS qui nous indique que pour la version small d'une image, c'est 360 pixels, la version medium, c'est 640, etc. Ce qui fait que le CMS, à l'upload de l'image par le contributeur, va venir nous générer directement les variantes de notre image. Et une fois que ces variantes sont générées, elles sont disponibles et elles seront utilisées telles quelles. Ce qui fait que dans la réponse de l'API de mon CMS, j'ai à disposition mon image avec toutes mes variantes.
D'un autre côté, dans une autre stratégie d'optimisation, on a la méthode on the fly, à la volée. Donc là, c'est pas Jean-Claude, mais c'est Jean-Luc. Jean-Luc, il vient sur son site. Donc chaque carré vert-bleu est une image. Et en fait, ce qu'on veut, c'est faire des optimisations à la volée. Donc pour ça, en fait, on peut rajouter dans la balise image une proxification de l'image qui a été contribuée dans le CMS, qui est l'image la plus haute qualité, et de venir la proxifier, que ce soit avec des stratégies locales qui sont fournies par les différents frameworks comme Next, Nuxt, Angular, etc., ou par des systèmes que certains DAM emploient, typiquement ImageX, en l'occurrence là pour l'exemple, de définir une proxification à travers le CDN d'ImageX en prenant l'image source qui est en l'occurrence notre chat. Ce qui fait que notre chat, qui est à l'origine, est un chat en format JPEG, en 800 par 600, via les paramètres de resize en 200-300, la transformation pour aller vers du WebP, par de la qualité et de la compression à 80%, on va réduire la taille de notre image, fait qu'on arrive à avoir une image à la volée qui est complètement optimisée à l'endroit où l'image est censée se trouver. Là, on a une super force de frappe, parce que du coup, l'image, elle peut être utilisée à peu près n'importe où, et c'est de la responsabilité de l'intégrateur du site d'utiliser la bonne image, enfin d'utiliser les bons paramètres pour la bonne image. J'ai pris un petit exemple avec Nuxt, alors c'est applicable aussi avec Next et avec d'autres frameworks. Donc par exemple, Nuxt met à disposition la balise Nuxt image. Donc là, en l'occurrence, ici, elle ne fait pas grand-chose. On lui fournit notre passe vers notre image de chat. On lui fournit la largeur et la hauteur, et il va nous générer notre balise IMG. On verra un peu plus tard que cette balise IMG, elle est un peu light pour l'instant. Mais évidemment, je ne vais pas m'arrêter sur tout ce que la balise Nuxt image est capable de faire, mais on va aller un peu plus loin. Par exemple, la balise Nuxt image, on peut lui rajouter une propriété size, qui va nous permettre de dire, par défaut, je veux 100% du viewport en largeur pour les images, et sur un breakpoint qui est configuré dans Nuxt, en disant, bah voilà, le breakpoint SM pour small, c'est donc 640 de largeur d'écran pour le device utilisateur. De cette façon, ça va nous générer une balise image avec les balises size et src7 qu'on va retrouver ici avec les paramètres de on the fly, qui nous permettent de dire, bah, sur la balise size avec un media query à 640, je veux l'image qui fait 50% du viewport, et c'est le navigateur qui va décider de l'image à charger, qui sera la plus optimisée par rapport à ce que nous, en tant que développeurs, on fournit dans le catalogue. Donc le catalogue, c'est ce qu'on appelle le src7. En l'occurrence, ici, on retrouve donc nos paramètres de resize et d'optimisation de nos images, en disant, bah, cette URL-là, c'est pour 640 de largeur, la deuxième, c'est 800 pour 800. Et c'est le navigateur qui va venir choisir. Si le navigateur, bon, c'est plus trop le cas maintenant dans les navigateurs Evergreen, mais si le navigateur ne sait pas gérer les sizes et les src7, on va venir laisser la balise src gérer quand même pour du fallback. Un peu de mise en place. Donc du coup, maintenant qu'on a fait un peu ce travail de préparation et de configuration, qui nous permettront d'avoir un peu nos choix. Si vous avez ça, si vous avez cette image-là aujourd'hui en prod, appelez-nous. On peut vous aider. On peut vous aider. Pourquoi ? Parce que cette image-là, elle a énormément de problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'y a aucune indication de la largeur et de la hauteur. Donc, il n'y a pas de réservation d'espace. Le CLS, donc pour le Cumulative Layout Shift, est impacté. Donc, le CLS, c'est à quel point la page bouge au chargement de la page. Donc imaginez qu'il n'y a pas de réservation d'espace. Une fois que l'image est chargée, c'est une image 4K, ça va tout pousser vers le bas. Le CLS est fortement impacté. Performance dégradée, Web Core Vitals dégradé. Et comme disait Gilles, la religion dit que le SEO est dégradé. Il n'y a aucune gestion des dimensions d'écran. Donc l'image non plus n'est pas optimisée. Si vous allez mettre une image en 4K dans une card en 150 par 200, bah, vous vous amusez à charger 50 MO sur une page et vous explosez le forfait 4G de vos utilisateurs. Et dernier point, aucune optimisation des nouveaux formats d'image. Donc en l'occurrence ici c'est du JPEG. Bon, c'est du JPEG, ça vaut ce que ça vaut. On peut aller plus loin, on peut faire du WebP, on peut faire de la VIF. Ça serait bien de les utiliser.
Donc comme ce que je disais un peu plus tôt, l'image qui est un peu mieux, si vous avez toujours ça en prod, continuez à nous appeler. Donc là, on fournit la largeur et la hauteur. Au moins, on corrige le CLS. On corrige le CLS, l'image ne bouge plus, l'espace est réservé par le navigateur et on peut avoir une expérience utilisateur qui est quand même bien plus confort. En revanche, toujours pas d'optimisation de taille d'image, toujours pas d'optimisation de format d'image. L'image pas mal, on se rapproche de quelque chose qui est correct. Ici, on va avoir donc du coup ce que j'évoquais un peu plus tôt, le SRC7, qui nous met à disposition les différentes variations possibles d'une image, couplées à la balise size, qui nous permet de définir des media queries en fonction de l'utilisation de notre image à un endroit spécifique du site. Évidemment un alt, notamment, c'est toujours mieux pour l'accessibilité. Pour des raisons de simplification du talk, j'ai pas repris les URL en IPX dans la SRC7, sinon je me retrouvais avec un pavé de code et que c'était pas très lisible. Mais il faut garder à l'idée que aujourd'hui photo-400-JPEG, c'est soit les images qui sont fournies par le CMS, qui sont par une optimisation passive, soit les images faites à la volée. C'est un choix qui est à faire en fonction des disponibilités de votre archi. Donc du coup, effectivement, on a une utilisation qui est une utilisation de l'image qui est adaptée en fonction du viewport. Donc ici, on va définir que on a 400, 800 et 1200 et que voilà, sur un media query à 600, je vais utiliser 100% de la largeur de mon device. Si le device fait 800, je vais aller chercher mon image qui fait 800. Si j'ai un écran 1440p ou 4K, potentiellement, je vais chercher l'image qui fait 1200 de largeur. L'image parfaite, eh ben, anecdote. Ouais, ça là. Il n'est pas simple. Ça là. C'est pas la balise IMG, c'est potentiellement une balise picture. La balise picture avec la variante mobile desktop. Donc dans un premier temps, on fait la variante mobile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des sources en fonction de ce que le navigateur est capable de gérer. Donc on va faire une première balise source avec nos SRC7 et nos size. On va venir rajouter le type pour dire si tu es capable de gérer du WebP, prends le WebP. Et donc là, on voit dans les SRC7 qu'on tape sur une photo qui s'appelle photo héros mobile. Donc on imagine encore une fois dans les paramètres à la volée qu'on est allé dans faire IPX, param, optimisation mobile, etc. Et que là, on fournit du WebP. Si ce n'est pas le cas, on passe sur la balise de source en dessous, qui est notre fallback pour le mobile, qui est exactement la même chose, mais sans le WebP. Donc là, on fallback sur du JPEG. Normalement, si vous suivez un petit peu, vous vous dites, mais pourquoi j'ai du 400 et du 800 pour un max width à 600 ? Parce que du coup, on veut gérer le DPR. Donc le DPR, c'est le Device Pixel Ratio. C'est ce que le navigateur, fournit comme information. C'est si vous avez un Mac, vous avez un écran Retina, et les écrans Retina ont un PPI, donc un pixel per inch, qui est extrêmement dense. Ce qui fait que dans les navigateurs récents de ces dernières années, on a été obligé de gérer le DPR pour dire que sur un écran Retina qui est à une résolution très haute, pour une même largeur, on a besoin d'avoir une densité de pixels qui est 2 fois plus importante, parce qu'on peut avoir un DPR à 1, 2 ou 3, et de dire que si par exemple, typiquement, vous avez un écran Retina et que la largeur d'écran est à 400, ben, le navigateur sait qu'il est sur un écran Retina, on a un DPR à 2, donc on va aller chercher une image en 800 de large. Maintenant qu'on a la version mobile, on fait la version desktop, exactement même logique, troisième balise source. Cette fois-ci, on fait les variantes desktop, donc à Photo Hero Desktop en 800, 1600, 2400 pour gérer le DPR 1, 2, 3, typiquement pour les iMac, qui ont des écrans énormes, où les designers viennent tester ce qu'on met en place avec leur écran 5K. Ils nous disent bah ouais, mais les images elles sont bof. Bah ouais, mais un écran 5K, c'est pas la norme. Encore une fois, donc du WebP sur la balise source de la version desktop. Et on arrive enfin à la version image. Auquel cas, on a le SRC7, encore une fois, les sizes, un alt, le loading à lazy
qui convient à 95% des usages, le decoding async pour pas bloquer le thread principal, la largeur et la hauteur pour la réservation d'espace. Le loading lazy, petite attention ici, le loading lazy, c'est pour toutes les images qui sont en dehors de la ligne de flottaison. Donc pour rappel, la ligne de flottaison, c'est tout ce qui apparaît sans qu'on ait à scroller dans le navigateur. Donc tout ce qui apparaît à ce moment-là est au-dessus de la ligne de flottaison, ce qu'on appelle above the fold. Et tout ce qui est en dessous peut être chargé de manière asynchrone et ne sera pas chargé en priorité élevée. Donc là, j'ai mis du loading lazy, mais du coup, on peut mettre soit lazy, soit eager pour être agressif. Il nous reste un point à charger pour avoir notre image parfaite, c'est le chargement. Donc malgré tout, qui dit image optimisée dit travailler l'image, travailler le chargement de ces images. Potentiellement, elles ne sont pas en cache, elles ne sont pas dans un CDN. Et donc là, on retrouve Paul. Paul, il est toujours sur le site. Paul, il n'a pas les images. Donc en fait, ce qu'on peut lui faire, c'est qu'on peut lui mettre en place des skeletons. Les skeletons, c'est du coup des simples balises de CSS qui vont faire de la réservation d'espace par rapport à la largeur et la hauteur qu'on fournit dans nos composants. Et de dire, j'ai des images grises pour indiquer à l'utilisateur que les images vont arriver, elles ne sont pas encore chargées parce qu'elles ne sont pas dispo pour X ou Y raison. Et on va profiter de la balise onload native de l'image, enfin de la balise IMG, pour déclencher un flag en disant je suis chargé, je ne suis pas chargé, et je viens afficher ou non ma classe CSS de skeleton. Ce qui fait que du coup, Paul, je l'appelais Paul, Paul, du coup, il a fini de charger parce que du coup, il est peut-être dans le tram avec sa 4G et du coup, voilà, il a réussi à avoir ses images sont arrivées. On arrive à un côté squelette, pas squelette, squelette, pas squelette. La méthode à la volée a un gros inconvénient majeur, c'est que ça peut amener une charge serveur. Ce matin, on discutait de est-ce que les front-end doivent gérer la charge du serveur. Du coup, la réponse est oui. On a le fait qu'un serveur, du coup, il renvoie la page. Mais qui dit un process à la volée, dit pour chaque image, si elle n'est pas disponible, on va lancer des process. Les process vont travailler dans Sharp, potentiellement, si c'est hébergé par nous-mêmes et c'est nous qui le gérons. Et qui dit Sharp dit gestion de la RAM. Sharp, c'est une librairie qui permet de travailler sur les images en Node et qui dit chargement d'une image, enfin explosion de la RAM. Donc, charge serveur. Première solution, on file tout à un DAM. On charge un serveur et pour tout ce qui est chargement des images, on va taper dans le DAM. C'est pas notre problème, c'est un SaaS. On a payé pour ça, on paye de la licence pour ça, autant l'utiliser. Deuxième solution, c'est une solution possible parmi d'autres, c'est typiquement d'utiliser un API Gateway. Un API Gateway, c'est une espèce de brique qu'on met devant toute notre archi qui permet de faire du routing en fonction de l'URL. Donc par exemple, tout ce qui est en IPX, on va taper sur des petites lambdas qui sont des mini-fonctions dans le cloud qui permettent de traiter spécifiquement un sujet et de répondre. Et pour tout le reste, on tape sur le serveur. Ce qui fait que le serveur ne prend pas la charge, et c'est les lambdas qui sont capables de scaler horizontalement qui vont absorber cette charge et la gérer correctement. Je te coupe juste rapide, Baptiste, une petite question rapide. Skeleton pour le SSR, pas de souci? Skeleton pour le SSR, pas de souci. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que... rapide, hein. En fait, l'image, le SRC est quand même déjà présent dans la balise, le SRC est déjà présent dans la balise IMG. Donc si le navigateur a déjà cette image en cache, le skeleton, on va quasiment pas le voir, voire pas le voir du tout, parce que du coup, on aura tout déjà dans le cache navigateur. Si c'est pas ça, c'est peut-être dans le cache TDN, ce qui fait que du coup, on va avoir un temps de chargement qui est très rapide. Et si, malgré tout ça, on doit aller charger une image, là, le skeleton, on va le voir, mais le skeleton ne pose pas de problème pour le SSR. Ok, merci beaucoup. Du coup, je reviens à mon bonus tip. Mon bonus tip, c'est du coup comment injecter un composant optimisé dans son design system. Donc ça fait le lien avec ce qu'expliquaient Jordan et Olivier ce matin. C'est du coup, vous avez votre card dans votre design system, dans votre card, vous avez une image.
Votre image est censée avoir une balise IMG, sauf que là, du coup, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on veut une Nuxt image. Une Nuxt image, c'est une adhérence à un framework, c'est une adhérence fonctionnelle, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un design system qui est complètement agnostique d'une adhérence quelconque. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est, dans notre projet, de définir notre propre composant image, qui contient le Nuxt image, ou simplement juste le Nuxt image, et de ça, aller l'injecter dans l'installation du design system. Je vous ai donné un exemple d'installation du design system, d'un design system qu'on a chez nous. Si on a un composant qui s'appelle responsive image component, on vient le fournir à l'intégralité de notre design system avec la fonction provide dans Vue, mais il y a la même chose dans Next. Ce qui nous permet, du coup, in fine, d'avoir un composant dans le design system, un composant image, qui est en mode, si j'ai un composant externe, je l'utilise et je lui donne l'intégralité de mes props, auquel cas, je peux l'utiliser de manière ultra optimisée dans mon navigateur, ce qu'on a à gauche. Auquel cas, je n'ai pas d'adhérence, parce que du coup, je ne le fournis pas dans Storybook, et je fallback sur une image classique avec les mêmes props. Et donc là, j'ai une image qui est exploitable dans Storybook sans aucune adhérence à un quelconque front-end. Merci beaucoup. Et merci à toi, Baptiste, c'est très complet. On a appris plein de choses. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la dernière partie de cette matinée. J'espère que vous avez encore un petit peu d'attention. Les paradigmes de rendu avec Pierre. Donc, il s'agit des paradigmes de rendu. Donc, quand les utiliser, comment les faire coexister et pour avoir un impact positif sur la perf, le SEO, etc. Pierre, c'est à toi. Merci. Et tu me notifiais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps restant. Si, il y a du temps, mais voilà, faut y aller. Les coulisses du... Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pierre Cavalet pour ceux qui ne m'ont pas vu ce matin. Je suis expert technique à Calliope et ça fait une dizaine d'années que je travaille chez Calliope. Je mets en place des solutions d'architecture composable et je travaille aussi sur l'amélioration de nos pratiques de développement au fur et à mesure qu'on avance dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de paradigme de rendu. Donc si ces mots-là, CSR, SSR, SSG, ISR et ce genre de choses vous parlent un petit peu mais pas trop, on est là pour les décortiquer aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu comment chacun fonctionne et quand est-ce que c'est pertinent de les utiliser. Donc on va commencer par le premier, le client-side rendering, c'est l'ordre est arbitraire. Donc le client-side rendering, l'idée c'est on a un navigateur, on va avoir un serveur et l'idée c'est que le rendu va se passer côté client. Donc on va avoir notre navigateur qui va faire sa requête au serveur et le serveur va lui renvoyer un fichier HTML qui en général n'aura pas de contenu à l'intérieur, donc tout ce qui va être les choses qui vont s'afficher, c'est pas à l'intérieur. Et le navigateur va télécharger un fichier JavaScript qui va ensuite exécuter, et c'est cette exécution du fichier JavaScript qui va servir à construire le DOM, donc à afficher les différents éléments qu'il y a. Donc ça va ressembler à ça, une fois que le navigateur a terminé d'exécuter le JavaScript, le contenu s'affiche. Quand est-ce qu'on va vouloir utiliser ces modes de rendu? Donc en général, ça va être quand on n'a pas des besoins SEO très importants, ni des besoins de perf très importants sur le rendu initial. Donc rendu initial, c'est-à-dire le moment où la page se charge pour la première fois. Et on va en général utiliser ces modes de rendu quand on a des gros besoins d'interactivité. Des exemples qui s'y prêtent bien, ce serait par exemple si on voulait faire un clone de Figma. Donc Figma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de designer, donc ça sert à faire des maquettes. Donc comme vous le doutez, ils cliquent sur beaucoup de choses, ils font beaucoup de jolies choses, des choses à tracer, des choses à déplacer, du texte à placer, des animations, plein de choses. Donc tout ça, il faut que ce soit très interactif. Et on a plein d'autres exemples d'applications de ce type-là. Un back-office aussi, même principe, pas besoin de SEO, pas besoin de perf. Là-dessus, sur le chargement initial, on accepte que ça charge un petit peu, mais par contre, une fois qu'on est dedans, faut qu'on ait accès à beaucoup de fonctionnalités, des diagrammes, de l'interaction. Ou encore, pour ceux qui utilisent ça régulièrement, un agenda online, ce serait un petit peu le même principe. Beaucoup d'interactions et pas forcément besoin d'indexer ou de charger rapidement au début. On change de paradigme, on passe sur le server-side rendering. Donc ça, c'est un rendu qu'on va appeler rendu dynamique. Donc rendu dynamique, pourquoi? Parce que le rendu se passe au moment où l'utilisateur fait la requête. Donc là, on va avoir notre navigateur qui fait la requête, le serveur la reçoit, et c'est à ce moment-là qu'il va calculer la réponse. C'est ce moment où on attend un petit peu. Et une fois qu'il a terminé, il nous renvoie le résultat. Il nous renvoie le résultat, mais il nous le renvoie ce coup-ci, contrairement à l'autre, avec le contenu. Ça va être pertinent d'utiliser ça
quand on a besoin du contexte de la requête. Parce que l'intérêt de calculer sur le moment, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on nous envoie sur le moment. Sinon, autant préparer la page à l'avance. Ce mode de rendu-là, il est utilisé énormément dans le monde du web, pas forcément pour les bonnes raisons. En général, les bonnes raisons, c'est plutôt ça. Et c'est un peu le rendu par défaut pour beaucoup de choses, mais il arrive qu'on puisse faire mieux que ça pour beaucoup de contextes. Donc quand est-ce qu'on va vouloir utiliser ça? C'est quand on se sert donc, du contexte de la requête. Donc, par exemple, si on veut utiliser les cookies, donc si on veut faire... je prends l'exemple d'une plateforme de blog. Si je veux faire une liste d'articles personnalisés pour un utilisateur, je vais avoir besoin de savoir qui il est. Donc je le récupère dans ses cookies. Je regarde qui il est, ses centres d'intérêt, je lui fais des recommandations. Ça peut être les headers que me fournissent le CDN et qui me donnent des informations sur l'utilisateur. Il est dans tel ou tel pays, le contenu n'est pas disponible, je ne lui affiche pas. Ou ça peut être des données qu'on va appeler des données chaudes, donc des données qui ne peuvent pas être gardées pendant très très longtemps parce que on a besoin qu'elles soient rapidement actualisées. Par exemple, sur des places de concert disponibles, je ne peux pas me permettre d'afficher la donnée d'il y a 24 heures. On change de côté ce coup-ci, donc on était sur les rendus dynamiques, on va passer sur du rendu statique. Donc là, on va parler de Static Site Generation. Donc le moment où on va vouloir utiliser le Static Site Generation, c'est quand on n'a pas de dépendance à la requête utilisateur, en tout cas pour le rendu initial, et qu'on n'a pas de besoin de mise à jour très fréquente. Donc on va voir comment ça fonctionne et vous allez comprendre pourquoi on a besoin de ces prérequis. Donc on va partir d'un runner. Donc un runner, c'est une machine. Ça peut être n'importe quoi, une lambda, un serveur, votre ordinateur chez vous, peu importe, votre CI/CD. Donc un runner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler et il va préparer à l'avance les pages statiquement. Donc il va les créer et elles seront prêtes à l'utilisation avant même que qui que ce soit les demande. Une fois que ce runner il a travaillé, on va poser ces fichiers-là à côté du serveur pour qu'il puisse s'en servir. Et ensuite, on va avoir un flow qui ressemble vachement au SSR, sauf qu'il n'y a pas d'attente. Le navigateur demande la page et il l'obtient immédiatement et on a le rendu. Ce flow-là, dans la mesure du possible, si on peut l'utiliser, on l'utilise quasiment systématiquement parce qu'il n'y a rien de plus efficace que ça. On ne peut pas aller plus vite que ça, le fichier est prêt, on le demande, on le donne. Donc ces modes de rendu-là, les rendus statiques, dont le SSG en fait partie, on va essayer de les privilégier quand c'est possible. Mais le problème, c'est qu'ils viennent avec un certain nombre de contraintes, et notamment les dépendances et les fréquences de mise à jour. Des exemples de features qui s'y prêtent bien, ce serait de la documentation technique. Vous documentez votre API, on espère qu'elle ne bouge pas tous les 4 matins, donc ce serait bien. Donc on peut le faire en statique. Des FAQ, ça s'y prête assez bien aussi. C'est des questions et des réponses qu'on pose un peu, pas dans le marbre, mais pas loin. Donc ça s'y prête assez bien comme feature. On n'a pas des updates réguliers. Chaque jour, si vous revenez sur la FAQ, normalement, c'est à peu près la même. Et ça peut être aussi des articles de blog. Normalement, il peut y avoir des éditions ou des typos par-ci par-là, mais on ne change pas des articles systématiquement. Donc sur ce type de features-là, qui sont très orientées contenu produit une fois, ça s'y prête très bien. Si on reste dans le même type de rendu, donc on reste sur du rendu statique, donc toujours pas de dépendance à la requête initiale. Pour rappel, on est sur du rendu statique, donc ça veut dire qu'on prépare la page avant qu'on nous la demande. Donc on garde les mêmes exemples, mais ce coup-ci, on va introduire un nouveau besoin, ça va être un besoin de mise à jour. Donc quand on a un besoin de mise à jour, pour X ou Y raison, on peut utiliser un mode de rendu qui s'appelle l'Incremental Static Regeneration, donc l'ISR. Et c'est un mode qui va venir, en fait, orchestrer la régénération de nos fichiers statiques en fonction de différents critères. Donc comment ça fonctionne? On part du principe que le fichier a déjà été généré, donc on a un serveur et j'ai ma page statique qui est prête. J'ai un utilisateur qui arrive, je lui donne directement. Donc en termes de performance, on est très bien, c'est du statique. Ensuite, au bout d'un moment, je vais considérer que cette page, elle a dépassé son temps ça fait un moment qu'elle a été générée, ce serait bien de la régénérer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne va pas la régénérer maintenant. On la marque comme ce serait bien de la régénérer. Et s'il n'y a pas de trafic, donc si par exemple je suis sur un blog qui a 10 millions d'articles, si mon article il est quasiment jamais visité, en fait j'ai pas envie de le régénérer parce que je vais faire du travail pour rien. Donc du coup on va attendre qu'un utilisateur arrive. Donc là j'ai un utilisateur qui arrive, et au moment où il arrive, comme c'est du rendu statique, je vais quand même lui donner le fichier que je considère qui est un peu vieux. Donc c'est un trade-off qu'on accepte. On dit, il y a certains utilisateurs, pour les contenus qui ne sont pas vraiment visités, qui vont se prendre des pages qui ne sont pas hyper fraîches. Et en contrepartie, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une tâche de fond qui va servir à régénérer cette page. Et une fois qu'elle est prête, le prochain utilisateur qui viendra, il recevra cette nouvelle page qui a été actualisée.
Le principe de l'ISR, il peut fonctionner basé sur du temps, il peut aussi fonctionner basé sur des événements. Donc ça peut être des événements externes qui viennent dire il faudrait mettre à jour tel ou tel contenu. Donc concrètement, c'est un rendu qui reste un rendu statique. On continue à servir des fichiers statiques, mais par contre la différence, c'est que notre serveur, en fait, il sert des fichiers statiques et il sert aussi d'orchestrateur de régénération de ces pages. Donc c'est un autre mode de rendu qui permet d'avoir une espèce de compromis entre ce qu'on a je mets à jour de temps en temps grâce à mon serveur, mais j'ai quand même une efficacité qui est assez proche de ce que j'ai quand je fais du rendu SSG. Le truc principal qu'il va falloir faire quand on a un projet, c'est d'adapter le rendu qu'on choisit à son besoin. Et pour ça, si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, un agenda online, là-dessus, je ne vais pas avoir des besoins de SEO ni de perf qui sont très importantes en termes d'initialisation. Par contre, j'ai beaucoup d'interactions et je veux que ce soit fluide quand je l'utilise, donc je vais plutôt m'orienter vers un rendu client. Et le point qui va être important ici, c'est que dans mon application Agenda, ici, historiquement, quand j'avais besoin de faire différents modes de rendu pour un même projet, je devais souvent utiliser différents types de technologies. Donc je faisais par exemple mon rendu client en React et puis j'utilisais mon Symfony pour faire le reste. Aujourd'hui, on a des frameworks qui nous permettent de faire des choses qui sont plus intéressantes que ça. On peut choisir par page le type de mode de rendu qu'on va utiliser. Et donc, c'est cette partie-là qu'il faut illustrer. On veut toujours adapter son rendu à son besoin. Donc, dans un même projet, je peux avoir différents besoins. Je veux pouvoir changer de mode de rendu en fonction de mon besoin. Donc, si par exemple, j'ai fait mon projet agenda, je vais sûrement avoir à un moment une page d'accueil pour présenter mon produit. Cette page d'accueil, elle va contenir du texte, elle va contenir des images et c'est le point d'entrée où vont arriver mes utilisateurs la première fois qu'ils vont voir mon produit. Donc là-dessus, premièrement, j'ai des besoins SEO, donc je veux qu'il y ait un rendu initial et deuxièmement, je veux une expérience utilisateur qui va un peu vite, quoi. J'ai pas envie que l'utilisateur il attende 3 plombes pour récupérer sa page. Donc là-dessus, je vais vouloir m'orienter vers du rendu statique. Et ce qui va être important, c'est d'utiliser des technologies et de bien analyser vos besoins pour pouvoir adapter le rendu à chacune des pages que vous allez choisir dans votre projet. Au niveau de la conception d'un projet, comment ça se passe? Donc là, j'ai mis des grands axes. C'est pas systématiquement comme ça, mais c'est juste pour illustrer et donner un ordre d'idée. Donc en général, quand on est en MVP ou en POC, on va avoir tendance, en tout cas chez nous, chez Calliope, à partir sur du full SSR ou du full CSR selon l'usage. Donc si c'est orienté contenu, on va plutôt partir sur du SSR. Et si c'est orienté plutôt applicatif, on va partir sur du CSR. Et on va privilégier la vitesse de livraison avant l'optimisation. Donc là, c'est pour arriver à délivrer un produit qui ressemble à quelque chose. Ensuite, quand on va avoir d'autres besoins qui vont émerger, parce qu'on a avancé un petit peu dans la conception de notre projet, on va vouloir, sur certaines pages, comme par exemple sur la page d'accueil de notre calendrier, garantir un rendu initial, parce qu'on en a besoin pour le SEO. Donc ça peut être avec du SSR, du SSG ou de l'ISR. Dans la mesure du possible, on va essayer de rendre statique ce qu'on peut avoir de statique et ce qu'on ne peut pas, on le mettra en SSR. Et ensuite, on va avoir une autre phase de notre projet où là, on est vraiment plus mature, on est en phase de scale, où là, on va vouloir rajouter des nouvelles briques infrastructure, on va vouloir optimiser tout ce qu'on va faire au niveau du cache CDN, au niveau du rendu des pages, on va vouloir optimiser les coûts, la fréquence de régénération. Des exemples de ça, ça peut être, je me rends compte que j'utilise du SSG à un endroit, je génère beaucoup de pages qui ont pas beaucoup de trafic, ce serait pertinent de le passer sur de l'ISR et de régénérer que en fonction du trafic. Ça peut être, je me rends compte que je fais du SSR, je génère beaucoup de fois la même chose à mes utilisateurs. Est-ce qu'il y a une partie que je ne peux pas rendre statique et la générer qu'une fois plutôt que de faire travailler mon serveur pour tous les utilisateurs? Donc c'est ce genre de réflexion qu'on va avoir et aussi des réflexions autour de tout ce qui va être optimisation des caches. Pour ceux qui n'ont pas trop travaillé avec les modes de rendu, donc soit parce qu'ils sont pas tech ou soit parce qu'ils n'ont pas trop eu l'occasion de travailler avec, le point principal, ça va être que quand on démarre un projet, on va souvent en choisir un ou deux et faire avec ça. Et au fur et à mesure que les besoins arrivent, on va avoir envie de passer d'un mode de rendu à un autre. Et donc ce qui va être bien important de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut passer d'un mode de rendu à un autre. Et la complexité de cette transition, elle repose sur 3 piliers. La première, c'est la capacité du framework. Donc ça, c'est un choix initial qui est très important. Si vous n'avez pas un framework qui vous permet de faire ça, le coût de passer d'un mode de rendu à un autre est assez significatif. Si vous utilisez un framework qui ne supporte pas de mode de rendu côté serveur, par exemple, et que vous n'avez que du client-side rendering et que vous devez en faire,
c'est pas un moment super agréable. Et il y a beaucoup de travail. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être le couplage fonctionnel. Le couplage fonctionnel, c'est le couplage entre la fonctionnalité qui est développée et le mode de rendu qui est utilisé. Exemple, je rends une page en SSR. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées dans le rendu à la requête de l'utilisateur? Si la réponse est oui, c'est plus compliqué de passer sur un rendu statique type SSG ISR parce qu'il va falloir casser cette relation. Il va falloir enlever dans le code toutes les dépendances qu'il y a à la requête. Donc tout ce qu'on utilisait au niveau des cookies, des headers, tout ça, ça doit partir. À l'inverse, si c'est pas très fortement couplé, c'est assez simple de passer de l'un à l'autre. Et la dernière, ce sera la maturité de l'infrastructure. Ça va être plus particulier à certains modes de rendu. Il y a des modes de rendu qui nécessitent des briques d'infrastructure qui sont plus avancées que d'autres. Notamment, si vous faites beaucoup de SSG, il va falloir avoir des runners au niveau du build qui sont capables de les encaisser. Si vous faites de l'ISR et que vous avez des pods pour vos serveurs, il va falloir avoir un cache distribué entre vos instances pour qu'ils soient synchronisés. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place potentiellement pour utiliser certains modes de rendu selon le contexte dans lequel on est. Le constat de tout ça, c'est que si ces prérequis ils sont remplis dès le début, la bascule elle est assez fluide. Donc l'idée c'est que quand on va faire la conception d'un projet, on va vouloir faire en sorte que l'architecture elle anticipe les futurs besoins. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément les utiliser sur le moment parce qu'on va vouloir délivrer quelque chose assez rapidement. Mais par contre, ça veut quand même dire qu'au niveau architecture, il va falloir penser ok, je vais potentiellement avoir besoin de ça, ça et ça. Je le mets à disposition et le jour où j'en ai besoin, ma bascule elle est fluide et j'ai pas besoin de revoir toute mon architecture. Donc l'objectif quand on utilise les modes de rendu, c'est de maximiser la valeur qu'on va apporter sur les features qu'on développe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les modes de rendu, c'est pas juste une préférence technique. J'aime travailler en SSR parce que c'est pratique, j'ai accès à tout, ou j'aime le SSG parce que ça va vite, tout ce genre de choses. C'est des réponses qui sont là pour des enjeux qui sont assez critiques. Ça va être l'expérience utilisateur, le SEO, les performances. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est quelque chose qui est assez important et qui est assez structurant. Chaque paradigme a ses forces et ses faiblesses, et donc la compréhension de comment fonctionne chacun des modes de rendu et comment ça interagit avec les utilisateurs, c'est très important à comprendre pour vos équipes techniques et à transmettre à vos équipes produits. Chaque choix va avoir des impacts sur ce qu'on va pouvoir faire et le rendu que ça va avoir. Et ne pas oublier que une feature c'est un besoin et que quand on est dans des frameworks modernes, on a la possibilité de changer de mode de rendu en fonction de la feature. Donc chaque feature va mériter une réflexion sur le mode de rendu à utiliser. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Pierre, merci à tous. Eh bien ça y est, je crois qu'on arrive à la fin de cette matinée, à la fin de la Headless Experience Conf, cette 3e édition. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à l'animer. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos feedbacks, bons comme moins bons, sur le chat. Bon, même si on préfère les bons quand même, hein, on va pas se cacher. Je me retourne vers les speakers qui sont ici présents, puis à tous ceux qui ont déjà quitté le plateau. Je vous remercie chaleureusement d'avoir eu le jeu, d'avoir été présents, d'avoir partagé votre expertise, vos retours d'expérience. Et tout ça autour de tous ces sujets qui étaient très intéressants et enrichissants. Cette conférence a été enregistrée aussi, elle sera bientôt disponible sur les réseaux, sur YouTube, etc. Vous pouvez même retrouver les anciennes éditions sur YouTube. N'hésitez pas à suivre la chaîne Calliope où on partage régulièrement du contenu de ce type. Donc faites-vous plaisir. Je crois que je n'oublie personne dans les remerciements, c'est quand même la phase importante parce que si on raccroche après, c'est terminé, j'aurais oublié quelqu'un. Donc je pense que c'est bon, donc merci à tous ceux qui ont organisé cet événement, merci aux speakers encore une fois. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver peut-être l'année prochaine, je l'espère. En tout cas, on vous remercie tous aussi d'avoir participé, à vous qui nous avez suivis, d'avoir posé vos questions, d'avoir réagi en direct et d'avoir levé un petit peu de débat autour du développeur full stack. Voilà. On vous souhaite à tous une très belle journée et on espère à l'année prochaine. Merci à tous.